Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un projet de recherche qui s'intéresse à une analyse de fatigue sur une roue de turbine Francis. Donc c'est un projet qui a été mené en Suisse pour tout ce qui est lié à la flexibilité vis-à-vis de la production hydroélectrique. Donc c'est un des enjeux majeurs actuellement de rendre les turbines hydrauliques plus flexibles, sauf qu'on rencontre un certain nombre de problèmes. Et c'est ce qu'on va voir dans ce projet qui a été fait. Donc moi, je travaille à la HESSO Valais. Donc pour ceux qui sont en France, la HESSO, c'est l'équivalent de l'Université de technologie de sciences appliquées. Et puis ce projet qui s'appelle projet Flextor, c'est un projet qui a été soutenu par la Confédération suisse à travers différents organismes de support et qui a été fait en collaboration avec KWO, qui est donc l'exploitant de la centrale du complexe de Grimsel, qui est un ensemble assez important de centrales, de plusieurs centrales hydroélectriques dans le canton bernois. Puis ici, vous avez une photo à l'arrière-plan de la retenue et puis du glacier qui se trouve à l'amont. Donc, on va parler de fluide et un peu de structure, puis aussi un peu d'expérimental, puisqu'on a on a couplé les deux approches pour essayer de répondre aux problèmes posés. Donc, le problème qui se pose, comme j'ai dit, c'est une question d'augmentation de la flexibilité des centrales. Donc ici, vous avez pour la centrale de Grimsel 2 qui est équipée de 4 machines qu'on appelle groupes ternaires. C'est-à-dire, c'est des groupes qui sont équipés d'une turbine Francis, d'une pompe et qui sont reliés à la même génératrice moteur, ici en jaune. Donc ces 4 machines qui sont ici, on voit le nombre d'arrêts démarrage au cours des années, depuis la mise en service au début des années 80. Et puis on voit que globalement, le nombre d'arrêts démarrage par an augmente de manière assez importante depuis une vingtaine d'années. Donc ça veut dire que les machines sont de plus en plus soumises à des contraintes importantes au moment de ces phases de démarrage et d'arrêt. Donc ce qui a été observé par l'exploitant de la centrale KWO, c'est que au niveau du bord de fuite, donc ici on est au bord de fuite des Aubes, et on voit apparaître des fissures qui n'avaient pas lieu d'être avant, ou disons dans les années 80-90, ces fissures n'existaient pas. Et puis il a fallu donc faire des réparations, donc ils ont soit épaissi le bord de fuite avec des soudures, etc. Et puis l'idée générale, c'est d'essayer de comprendre quel est le phénomène à l'origine de ce problème. Quel est le problème exactement? Quand est-ce qu'il survient? C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une corrélation possible avec le nombre d'arrêts démarrage, mais on ne sait pas dans quelle phase d'exploitation de la machine ceci apparaît. Et donc, pour répondre à ce problème-là, qui est de trouver l'origine des fissures et potentiellement de proposer des pistes pour limiter cette usure, enfin la propagation des fissures et une fatigue prématurée, on a mis en place toute une stratégie qui coupe différents éléments. Donc, il y a de la CFD, simulation fluide, il y a de la simulation mécanique, FEM. Il y a deux types d'expériences qui sont assez différentes, c'est-à-dire qu'il y a une expérience qui est avec de l'instrumentation embarquée dans la machine. Je vous présenterai un petit peu après à quoi les défis que ça représente. Et puis, des suivis avec des capteurs qui sont installés dans la centrale, mais à l'extérieur de la machine, ce qui représente moins de difficultés. Et puis, on a fait ça en 3 niveaux, en 3 étapes, plutôt au début une identification de l'origine des fissures, une possibilité de faire ensuite des scénarios de démarrage alternatifs, si possible, puis de tester les scénarios. Et puis, la troisième étape ici, elle est encore en cours elle est encore en cours, et puis il y a encore des points à améliorer. Et donc là, on voit les différents succès ou échecs qu'on a eu au cours de ce projet. Pour les personnes plus intéressées par toute la méthodologie, dans ce papier-là, vous pouvez trouver en détail les différents éléments. Donc moi, je vais brièvement passer à travers l'expérience puisque c'est pas tant le but de la présentation d'aujourd'hui. Et donc ici, vous avez une vue depuis la partie aval de la turbine de la roue. Donc ça, c'est les obs de la roue ici. Vous voyez, ça, c'est le moyeu de l'arbre central. Et puis ici, c'est une boîte qu'on a mis en place avec une batterie et puis un système d'acquisition qui permettait de récupérer les signaux des jauges de contrainte qui étaient installées ici sur le bord de fuite de quelques obs de la turbine. Et puis ici, vous avez les caractéristiques du matériel.
Et puis les défis qu'on avait, c'est que cette boîte ici, elle doit être étanche puisqu'elle va être noyée dans la machine. La pression est supérieure à 17 bars. Il y a quand même une vitesse de rotation importante, donc des effets centrifuges sur le matériel qui sont non négligeables. Et puis, ça doit être autonome pendant à peu près 24 ou 48 heures, le temps qu'on installe le matériel, qu'on mette en eau la machine, qu'on réalise les tests, et puis après, on peut récupérer les résultats. Donc, lors de la première tentative, ça n'a pas fonctionné, la boîte a pris l'eau, et puis lors de la deuxième tentative, on a réussi à faire nos mesures. Donc, ces mesures, qu'est-ce qu'elles sont? C'est des mesures de contrainte ou des mesures avec un accéléromètre placé sur la carcasse de la machine. Donc ici, on a deux jauges de contrainte qui sont placées sur une aube à deux zones différentes, donc proche de la ceinture ici et puis proche du moyeu ici. Et puis on a toute une phase où on met donc on remplit la machine, une phase de démarrage, la synchronisation avec le réseau, une exploitation qu'on appelle la charge partielle et puis l'arrêt de la machine. Et puis, ce qu'on voit dans le signal, bien évidemment, c'est qu'au moment de la synchronisation avec le réseau, c'est-à-dire quand la machine fonctionne à charge nulle, donc elle n'est pas encore couplée au réseau, il n'y a pas de couple réellement généré, on voit une augmentation de l'amplitude des vibrations assez importante et puis ça se retrouve à peu près à différents endroits de l'aube. Et puis aussi pendant l'arrêt de la machine. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est cette phase-là parce elle peut être assez critique. Elle peut durer plusieurs minutes suivant la difficulté de synchroniser ou pas la machine avec le réseau. Donc, quand on zoome sur cette zone, c'est ce qu'on voit ici. On voit qu'il y a une double enveloppe en fait qui est observée dans le signal. Et puis, quand on fait la transformée de Fourier de ce signal, on voit qu'on a une fréquence nette qui apparaît à 610 Hz, c'est-à-dire que si on fait cette fréquence divisée par la fréquence de rotation de la roue, on obtient 49. Donc, c'est un chiffre à retenir pour la suite de la présentation. Donc après, je vais partir sur les simulations numériques. Donc pour les simulations numériques, nous on a utilisé ANSYS CFX, les maillages, on a utilisé ANSYS ISM. Donc là, vous avez le domaine de calcul qui contient la bâche spirale ici, les avant-directrices, les directrices qui sont quasi fermées, puisqu'en fait on fonctionne donc à ce qu'on appelle le point de fonction spin no load, donc avec très peu de débit à travers la machine, les obs de la roue ici, et puis l'aspirateur avec au milieu un tube, ça c'est pour empêcher le développement des torches. On a fait deux types de maillages différents, donc un maillage complètement structuré et puis un maillage complètement non structuré, donc avec des tétraèdres et puis des prismes. Puis au niveau des modèles de turbulence, on a utilisé différents modèles de turbulence, donc SST, KOmega, SAS-SST, modèle ERSM, et puis pour les calculs, il y a des calculs stationnaires et puis un stationnaire. Je ne rentrerai pas dans le détail des résultats pour pas être trop long. Le nombre de nœuds du maillage, c'est autour de 15 millions, donc ça demande une certaine puissance de calcul. Donc après, ici, on a le champ de pression qui est tracé donc sur la ceinture, et puis ici sur une aube, donc on a aussi l'aube ici où il y a le champ de pression. Les zones en grise ici, légèrement transparentes, c'est une isosurface du critère Q. Donc le critère Q, c'est un critère qui permet de mettre en évidence des tourbillons dans un écoulement. Donc là, on a le modèle standard SST, puis là, on a un modèle SAS-SST qui est un peu modèle, on va dire, un peu plus avancé. Et puis, on voit que la structure de l'écoulement ici, elle est quasiment identique d'une aube à l'autre, avec ici la présence d'un vortex, donc qui part du moyeu et puis qui s'étend vers la ceinture sur le bord sur le côté basse pression de l'aube. Et c'est beaucoup moins le cas dans le cas du modèle SAS-SST. Donc ici, on voit qu'il y a un mélange de plusieurs tourbillons. Mais dans les deux cas, on retrouve bien, donc ici, une zone de haute pression sur l'aube et ici aussi une zone de haute pression, ce qui manifeste la présence d'un point d'arrêt local. Donc ensuite, ce qu'on a regardé ici, vous retrouvez la trace du tourbillon dont je vous ai parlé, la zone de haute pression et le point d'arrêt. Et puis, on a regardé avec deux sondes placées au niveau de l'aube, du bord de fuite de l'aube, le signal de pression, puis on en a fait des transformés de Fourier. Donc ici, vous avez l'amplitude sur l'axe vertical et puis le long de l'axe horizontal, vous avez la fréquence réduite. Donc c'est la fréquence obtenue divisée par la fréquence de rotation.
Et donc, ce qu'on observe, c'est que dans le cas du modèle standard, bien, on a très peu d'amplitude au-delà d'une fréquence réduite de 25 à peu près, ce qui n'est pas le cas avec le modèle avancé. Par contre, ici, on a deux ordres de grandeur plus grands en amplitude, mais on n'a pas de signal marqué autour de 50, alors que pour l'expérience, on voit quelque chose de très marqué à 49. Donc, au niveau de la source d'excitation, c'est pas sûr qu'elle soit d'origine fluidique, obligatoirement. Après, ce qu'on a regardé, et puis ça va nous faire la transition avec la partie structure, c'est les champs de pression. Donc, on a récupéré les champs de pression, soit en stationnaire, soit en instationnaire. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux cas. Donc, le champ de pression stationnaire et instationnaire sont très proches. Donc, après, pour l'étude structure, on s'est essentiellement servi des champs stationnaires et on n'a pas fait de couplage fluide structure, on va dire, bidirectionnel. Donc après, je vais partir sur la partie simulation structure. Donc pour la simulation structure, on a fait deux types de simulations avec Ansys Mechanical, donc une analyse modale dans laquelle on a pris en compte que la roue évolue dans l'eau. Donc si on a le domaine de calcul, on a notre roue et puis un volume d'eau autour. Et puis un maillage et la condition limite, c'est de mettre une condition fixe ici sur la zone à laquelle l'arbre en fait de transmission est attaché. Et puis sur les autres frontières, c'est une pression acoustique complexe. Pour l'analyse structure, on a refait un maillage plus fin, notamment au niveau ici des congés qui font le raccordement entre le moyeu, lobe et puis la ceinture. On a aussi essayé de raffiner près du bord de fuite dans les zones où on avait observé des fissures. La condition limite pour entre l'arbre et la roue, c'est toujours la même. Bien sûr, le maillage est plus fin, presque 5 millions d'éléments, alors que 300 000 éléments seulement pour l'analyse modale. Et puis, on a exporté le champ de pression de la simulation numérique fluide stationnaire directement sur le maillage pour le calcul mécanique. Donc, au niveau de l'analyse modale, on a mis en évidence trois modes qui nous semblent, qui sont importants, c'est-à-dire un mode avec trois diamètres nodaux. Donc les diamètres nodaux, je peux vous les tracer, ils sont ici, ça fait un, celui-là, ça fait un deuxième, et puis celui un troisième, avec une fréquence réduite de 41, donc qui ne correspond pas à la fréquence observée expérimentalement. Par contre, le nombre de diamètres nodaux ici, pour les personnes qui connaissent, c'est le nombre de diamètres nodaux qu'on s'attendrait pour ce qu'on appelle l'interaction rotor-stator, donc entre la partie tournante de la roue et puis la partie fixe des directrices autour. Donc, c'est un cas qu'on va pouvoir exclure. Par contre, pour des diamètres nodaux supérieurs, on obtient des fréquences réduites qui sont proches de ce qu'on a obtenu expérimentalement. Donc, on peut s'attendre à ce qu'un des modes ici soit excité. Et c'est pour ça qu'on aurait cette augmentation des amplitudes des contraintes pendant la phase de démarrage. Donc, dans le cas présent, on a supposé que l'interaction rotor-stator n'était pas présente et que donc c'était plutôt l'excitation d'un mode particulier de flexion de la roue qui était excité. Donc ça, c'est pour l'analyse modale. Ensuite, on a fait une analyse structure. Donc ici, on retrouve les déformations élastiques équivalentes puis les contraintes équivalentes. Donc, bien évidemment, on remarque les contraintes maximales ici en jaune-rouge. Elles sont bien situées proches du raccordement entre le moyeu et puis la roue aux côtés du bord de fuite. Le bord de fuite, c'est ici. On regarde la même chose pour les formations élastiques. Donc, ça paraît logique que les contraintes se développent dans ces zones-là, avec notamment les fissures qui ont été observées. Après, ce qu'on a fait pour essayer d'estimer si l'analyse complète qu'on a faite pouvait nous donner l'origine, disons, expliquer pourquoi on voit apparaître ces fissures au bout d'un certain temps. Donc, on a pris dans ANSYS Workbench Mechanical, on a utilisé les outils d'analyse fatigue. Donc, on a ajouté une composante sinusoïdale à la contrainte moyenne. Pour faire ça, la contrainte moyenne, c'est ce que je vous ai montré avant. Donc, les contraintes moyennes, ce sont celles-là qui sont issues du couplage fluide-structure unidirectionnel mais numérique. Par contre, pour l'amplitude, comme dans le signal numérique, on n'a pas de fluctuation. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a
transférer en fait les fluctuations plus ou moins min et max observées dans l'expérience dans le signal de l'outil d'analyse de fatigue en faisant un signal purement sinusoïdal, alors que je vous ai montré avant que c'était un signal qui était plutôt avec deux types de fréquences, une basse fréquence et une haute fréquence. Après, on a mis les ratios nécessaires pour que les amplitudes correspondent. Et puis, à partir de là, on a fait l'analyse de fatigue en se basant sur le critère de Söderberg. Et puis, si on va plus loin, en mettant dans ANSYS les caractéristiques mécaniques de l'acier considéré pour cette étude, donc en tenant compte qu'on a de l'acier qui évolue dans l'eau, donc ici on a la courbe dans l'eau, de courbe de voleur de cet acier dans l'eau, donc on a plutôt mis les caractéristiques de cette courbe. Et puis ici, on arrive à montrer avec cet outil que une estimation basse du nombre de cycles à partir desquels on verra apparaître des fissures, c'est 5500. Et donc, si vous rappelez le graphique du départ sur le nombre de cycles et d'arrêts d'amarrage subis par les roues aujourd'hui, c'est entre 4000 et 6000. Donc, on est à peu près dans la bonne fourchette de l'estimation des contraintes, enfin de l'estimation de la durée de vie de la machine. Donc, ce qui nous conforte sur le fait que globalement, c'est bien possible que ce soit l'excitation d'un mode propre de la roue qui soit responsable de l'apparition de ces fissures. Donc, pour conclure, donc nous, on a pu mettre en avant que le point de fonctionnement responsable de l'usure, donc c'est la phase de synchronisation de la machine avec le réseau électrique. Donc, c'est une phase qu'on ne peut pas bypasser dans le fonctionnement de la machine, hein. On est obligé d'y passer. L'analyse modale numérique, elle pointe un risque d'excitation d'un mode propre de la roue, mais qui est différent de l'interaction rotor-stator qui est souvent rencontrée dans ce genre de problème. En combinant l'analyse structure avec les contraintes, enfin, les pressions issues du calcul fluidique, puis en couplant avec l'analyse expérimentale, on a pu estimer que la durée de vie en nombre de cycles des roues avant apparition des fissures était autour de 5000, ce qui était en accord avec les données de l'exploitant de la centrale. Après, on n'a pas trouvé pour l'instant d'excitation, une source d'excitation pouvant expliquer l'apparition de ces fluctuations. Donc ça, on n'a pas trouvé de source, bien qu'il semble que quand on utilise des modèles de turbulence un peu plus avancés que les modèles standards RANS, on a un spectre d'excitation large bande du champ de pression qui pourrait participer à l'excitation de ce mode propre. Mais c'est encore quelque chose qui doit être étudié en détail dans la suite du projet. Donc ici, je tiens à remercier l'ensemble des partenaires du projet. Donc l'École polytechnique fédérale de Lausanne était inclus dans le projet également. L'exploitant de la centrale qui nous a permis d'accéder à la centrale, ce qui n'est pas toujours facile, et de faire des tests sur des machines en exploitation. Et puis les différents supports financiers de la Confédération suisse. Puis pour les personnes qui seraient intéressées à aller plus loin, on a fait plusieurs publications qui vont plus dans le détail de chacun des points que j'ai essayé de vous expliquer aujourd'hui. Et ici, vous avez une liste à peu près complète des différentes publications faites dans le cadre de ce projet. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je serai content de répondre à vos questions. Merci, Monsieur Dequet, pour cette excellente présentation. J'allais presque dire, comme d'habitude, une excellente présentation de votre part. On a reçu une série de questions. Je vais vous rappeler. Alors, la première question concerne le nombre d'arrêts de démarrage. Et la question, c'est pourquoi ce nombre-là augmente avec Alors, le temps. ouais, alors ça, c'est assez simple, c'est que on a de plus en plus d'énergie, on va dire d'origine éolienne ou solaire, qui sont relativement stochastiques. Et on a des demandes aussi qui deviennent de plus en plus stochastiques. Donc en fait, comme l'électricité, on a du mal à la stocker, il faut pouvoir à chaque moment répondre à la demande, sinon le réseau, bah, c'est un blackout. Donc pour ça, une des façons de répondre au problème, c'est de
d'arrêter de démarrer des turbines hydrauliques, puisque finalement, dans le barrage, on peut stocker de l'eau pendant un certain temps et produire, entre guillemets, à la demande. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'on a ici une tendance à l'augmentation du nombre d'arrêts démarrage. Et puis, c'est quelque chose qui va se produire de plus en plus à l'avenir, puisqu'on demande notamment à l'hydraulique de pouvoir faire du support, ce qu'on appelle du service système, donc d'être capable de répondre en quelques secondes à une variation de charge importante du réseau. Merci. Question suivante. Est-ce que vous avez essayé de faire des maillages tétra et hexa avec la méthode d'overset pour gagner en nombre de cellules? Alors non, parce que déjà on maîtrise, c'est pas une technique qu'on maîtrise très bien. Puis des fois on a des petits soucis au niveau après des recouvrements entre les différents domaines de calcul et puis c'est pas quelque chose qu'on maîtrise énormément. Après, disons que là l'avantage avec la méthode ici de maillage non structuré, ce qu'on peut arriver à faire, c'est d'être très bien au niveau des interfaces entre le domaine tournant et le domaine fixe. Un peu mieux qu'avec le maillage structuré. Maillage structuré, on peut avoir des raffinements proches parois qui sont quand même un peu mieux faits. Sauf des fois, à la première couche, on a un peu de mal dans ce cas présent. Mais non, Ouais. on n'a pas fait cette méthode. Là, vous avez eu des différences Entre les deux notables maillages, entre les deux non, maillages? très peu. Sachant que, par exemple, tout à l'heure, il y a des gens qui ont posé la question des Y+. Là, comme on a une machine à échelle réelle, nous, on a remarqué qu'en tout cas, pour les performances type rendement, ou puissance ou couple récupéré par la roue, la valeur du Y+, sur certains maillages structurés, elle est proche de 700-800, et puis avec des maillages non structurés, on a pu descendre à une valeur de 100 et on n'observe pas de grandes différences en termes de rendement ou de puissance. Donc pour des données, on va dire, intégrales, c'est relativement un peu influent. Des fois, sur les décollements locaux, c'est plus marqué. Puis c'est un peu ce qu'on essaye de faire actuellement pour trouver l'origine exacte de l'instabilité. D'accord. Autre question. Je crois que vous avez répondu pendant votre présentation. Est-ce que vous avez réussi à faire une simulation FSI two-way, donc bidirectionnelle, bien Ah, juste unidirectionnelle? non, c'est unidirectionnel dans le sens où, comme j'ai dit, finalement, on a peu de différence du champ de pression et puis on le voyait aussi sur nos sondes de pression placées à ces zones-là. On a peu de variations. Donc finalement, on n'a pas de raison d'avoir un réel couplage avec un champ de pression qui varierait dans le temps et qui pourrait faire que la structure réagisse différemment. Mais à nouveau, ça c'est fait avec les calculs actuels et puis rien ne dit que si on augmente la résolution du maillage ou qu'on passe à des modèles de turbulence qui permettent de capturer plus d'instabilité, on n'observerait pas des différences. Donc le choix du one-way, c'est uniquement parce que on ne voyait pas de raison d'utiliser un champ de pression stationnaire vu qu'il varie très peu dans le temps. Oui, oui. Autre question. Autre question, hein. Est-ce que les phénomènes de cavitation jouent-ils un rôle important dans la création de fissures? Est-ce un Alors, calcul monophasique ou biphasique? Deux questions dans oui, cette intervention. alors, dans notre cas, on s'attend pas à avoir ce type de problème parce qu'on a une pression aval qui est de l'ordre de 17 bars. Donc globalement, en tout cas, le relevé de la pression en aval ne montre pas la possibilité que les tourbillons puissent entraîner de la cavitation. Ça, c'est lié au fait que comme on a une centrale qui est de pompage-turbinage, ben, pour faire démarrer la pompe, finalement, on est suffisamment bas par rapport au réservoir aval. Donc normalement, on a suffisamment de pression. Donc l'origine, ça serait pas ce point-là. En fait, aujourd'hui, ce qu'on sait depuis quelques semaines possibles, c'est la géométrie du bord de fuite qui pourrait être à l'origine de cette instabilité, puisqu'on a fait des tests sur site qui modifient la forme du bord de fuite. Et il semblerait que le problème disparaisse, mais c'est des points qu'on doit encore explorer.
quelle solution pourrait être envisagée pour réduire l'impact des phases de démarrage? Alors ça, alors une idée, c'est d'aller plus vite dans la phase de démarrage, c'est-à-dire qu'ici, on reste un certain nombre, là, c'est à peu près 2 minutes, mais ça peut être 5 à 8 minutes. Mais le problème, c'est que c'est très dépendant en fait du réseau électrique derrière, donc on ne peut pas contrôler. Une autre possibilité qu'on avait évoquée, c'est que sur cette centrale, l'exploitant a déjà un convertisseur de fréquence qui permet de piloter en vitesse la pompe. Donc on pourrait piloter aussi la turbine en vitesse, mais le coût de transformation est prohibitif pour l'exploitant en tout cas. Donc actuellement, là, ce que j'ai mentionné dans la réponse présente, il semblerait qu'en modifiant le profil des aubes au bord de fuite, on puisse annuler le problème. Donc c'est plutôt la solution qu'on envisage pour le futur, mais on voudrait être sûr que les modifications qui ont été faites pour l'instant, elles puissent être pérennes et qu'elles ne perturbent pas d'autres points de fonctionnement de la machine. Question, pourquoi avoir utilisé un modèle SST standard et un SAS? C'est plutôt Alors, sur le choix des oui. modèles. Ouais. Alors le choix des modèles, ben, d'une part, le modèle SST, une des raisons simples à l'utiliser dans ANSYS, c'est que ben, la personne qui est à l'origine de ce modèle, c'est le responsable du département de modélisation fluide, notamment lié à la turbulence, donc Florian Menter, qui travaille en Allemagne. Donc, ce modèle-là, il est très bien compris et très bien implémenté dans CFX. Après, c'est un modèle permet d'avoir une première couche de maille proche des parois de taille quasiment arbitraire, puisque la loi de paroi, elle est peu sensible au Y+, donc ça, c'est un gros avantage dans des machines complexes. Alors, par exemple, le modèle K-Epsilon tel qu'il est codé aujourd'hui dans CFX ne permet pas d'avoir des lois de paroi qui permettent de s'adapter à tout type de Y+, on va dire. Après, pourquoi le SS-SST? C'est un modèle qu'on pourrait appeler rance avancée qui permet de capturer des tourbillons ou un début de cascade énergétique de type Kolmogorov. On le voit ici où on a plus de tourbillons capturés. Et ce modèle, on le préfère à des modèles de type DES parce qu'il a quand même un caractère conservateur, c'est-à-dire que si le maillage n'est pas assez fin, il rebascule vers une simulation de type RAN, ce qui n'est pas le cas si on impose une simulation type DES, puisque dans ce cas-là, on impose une transition de modèle RANS-LES à partir d'une certaine distance à la paroi. Et après, on a testé quelques modèles un peu plus complexes que des modèles à deux équations, type ERSM, mais on n'a pas obtenu de résultats fondamentalement différents. Certainement parce qu'en fait, le problème est plus lié à soit de la création de vortex, donc il faut avoir une viscosité turbulente plus faible dans l'écoulement prédit. Et ça, il n'y a que la LES qui permet d'aller résoudre ce genre de choses. Ce n'est pas des problèmes de structure liés à des courbures de ligne de courant. Et ces simulations LES, elles sont entre guillemets hors d'atteinte pour ce type de projet parce que là, le maillage, il fait déjà 15 millions. Une LES dans un prototype de ce type-là, c'est autour de 300 à 400 millions d'éléments si on veut être sûr de faire une LES dans tous les composants. Et puis ça, c'est hors de portée pour nos moyens de calcul. Voilà, j'espère que j'aurai été assez complet. Oui, je crois. Encore une question alors qui se réfère à la dernière information que vous avez donnée sur les aubes. Donc, la forme des aubes a-t-elle aussi été étudiée et optimisée par simulation? Alors non, parce que le but du projet, donc c'est un projet qui est assez large, il y a plusieurs éléments dedans. Nous, on est une sous-partie du projet. Et puis, au début, en fait, on partait pas sur. Enfin, on a vraiment au début, l'information qu'on a eue, c'est celle-là. Donc, on a commencé à faire des simulations. Normalement, le profil d'aube qui est déjà existant, c'est pas un profil qui semble être catastrophique pour on va dire l'écoulement ou la source d'excitation. Donc, d'abord, après, il fallait trouver aussi le point de fonctionnement. On n'avait aucune idée au début du point de fonctionnement, donc il a fallu trouver ce point-là ici. Donc ça a quand même pris du temps.
Et puis, de fil en aiguille, en fait, on avance comme ça. C'est-à-dire que c'est quand même une partie de travail exploratoire en fonction des différentes découvertes qu'on fait au fur et à mesure qu'on avance dans le projet. Donc aujourd'hui, on se penche sur ce board fit parce qu'il semblerait on puisse régler le problème en le modifiant. Mais donc ça va nécessiter des études un peu plus poussées et locales sur le board fit, ce qu'on n'avait pas fait dans les simulations que je vous ai montrées. On n'a pas spécialement amélioré le maillage au bord de fuite pour pouvoir capturer certaines structures ou pas. On a fait un maillage qui est plutôt standard pour des calculs de machine, mais qui ne permet pas normalement de capturer des allées de von Karman de manière très très précise à n'importe quel endroit de l'aube. Donc c'est ça qu'on va chercher à améliorer dans les prochains mois. D'accord. Alors, il y a juste, ça sera la dernière question. Monsieur Lederquin qui avait posé la question si j'ai des modèles de turbulence qui précisent sa question. Donc, ce qu'il voulait savoir, c'était quel était l'intérêt d'utiliser ces deux modèles et de ne traiter que le cas SST standard pour le calcul mécanique. Alors, donc pourquoi on a fait ça? C'est que là, globalement, donc ça, je ne voulais peut-être pas montrer en détail. Ici, vous voyez la zone de haute pression sur l'aube dans cette zone, et puis le champ de pression sur l'aube. Et en fait, quand on a comparé avec le modèle SST, globalement, en moyenne, on n'a pas une grande différence. Et comme on n'a pas de grandes fluctuations, même si j'ai montré ici que globalement, le spectre, l'amplitude augmente, on est quand même dans une amplitude très faible de 10-3. Donc, il faudra imaginer qu'on a une pression qui fluctue quand même relativement peu, même si elle est 2 ordres de grandeur supérieure au cas SST. Mais en valeur absolue, on parle de la centaine de pascal ou de quelques milliers de pascal, ce qui est très très peu par rapport si je me réfère aux 17 bars de pression qu'on a dans cette zone. Donc c'est pour ça qu'on a fait l'étude structure uniquement avec le calcul SST, parce qu'on n'obtient pas plus d'informations globalement avec l'autre modèle. Et dans cet article, la conclusion globalement, c'est que avec le niveau de résolution qu'on a dans nos simulations, donc à la fois avec le maillage et puis les pas de temps utilisés, un modèle standard SST est largement suffisant pour répondre aux problèmes tels qu'on y a répondu nous.